L'éducation de la volonté est le but de notre existence. C'est fort comme citation, ça vient d'Emerson. Et ça nous met direct dans le vif du sujet. Au fond, c'est quoi la clé du succès, de l'accomplissement? Surtout face aux difficultés. C'est vrai que c'est une question qui traverse les âges, hein. Les réponses changent un peu, mais la question, elle reste. Tout à fait. Et aujourd'hui, justement, on va explorer cette idée de puissance de la volonté. On va s'appuyer sur un classique, Une volonté de faire, d'Horizon Souhaite Marden, ça date de 1901. Ah oui, un sacré bail. Mais un livre qui a marqué son temps, et même après. Exactement. Donc notre source, c'est ce livre, qui est dans le domaine public d'ailleurs. Il essaye de décortiquer l'importance d'une volonté forte et comment la développer. Notre but, c'est d'en tirer les idées clés de Marden, comment on entraîne cette volonté, son rôle face aux obstacles, son lien avec la santé et même sa dimension morale. Et c'est intéressant parce que, même si ça a plus d'un siècle, le langage un peu vieilli parfois, ben, cette idée de volonté comme moteur, ça résonne encore pas mal aujourd'hui. On parle beaucoup de résilience, de détermination. C'est clair? Et Marden, lui, il voyait déjà la volonté non pas comme un don inné, mais comme une compétence, quelque chose qui se cultive. Et ça, c'est plutôt moderne comme approche finalement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y va pas par quatre chemins. Dès le début, il affirme que la volonté, c'est plus crucial que l'éducation ou même d'autres qualités pour réussir. Plus que l'éducation. Carrément. Oui, Il cite John Stuart Mill qui disait «Un caractère est une volonté complètement façonnée». Pour Marden, si on échoue, c'est souvent par manque de cette volonté, de cette force intérieure. Il fait même un parallèle assez osé avec le fiat lux, le que la lumière soit de la Bible. ah oui. Oui, comme si l'être humain avait aussi ce pouvoir créateur avec un simple «je veux». Ce qui est central chez lui, c'est que cette volonté, elle n'est pas figée. Elle s'entraîne, vraiment comme un muscle. Il raconte une anecdote là-dessus, celle du coureur grec Sotirios Loès, Aux Jeux Olympiques de 1896. la première édition moderne. C'est ça. Un type issu d'un milieu modeste, il s'entraîne dans son coin, et son père, juste avant le départ du marathon, lui met une pression énorme. Qu'est-ce qu'il lui dit? En substance, tu reviens vainqueur ou tu ne reviens pas. Enfin, imagine le défi. Ah ouais, quand même. Et alors? Et il gagne. Il court, il dépasse tout le monde, il triomphe. C'est la folie, la famille royale est là, la foule. Mais le truc incroyable, c'est qu'après, au milieu de tous les honneurs, il cherche juste son père. Et lui dit simplement Tu vois, père, j'ai obéi. exactement ça. C'est fou, non? Pour Marden, ça illustre parfaitement cette discipline mentale, cette concentration totale sur l'objectif, qui est forgée par la volonté. C'est une image très forte de concentration, oui. Ça me fait penser à ce que disait le professeur Huxley, que Marden cite aussi. Pour Huxley, le plus grand bénéfice de l'éducation, c'est d'arriver à se forcer à faire ce qu'il faut, quand il faut. Même si on n'a pas envie. Voilà. Qu'on en ait envie ou non, Marden prend aussi l'exemple d'Henry Ward Beecher. Apparemment, grâce à sa concentration, il évitait le triple travail. L'anxiété avant, l'action elle-même et le ressassement après. Lui, il faisait le travail juste une fois. Point. Cette idée de focus, elle est capitale chez Marden. Il met en garde contre la dispersion. Le fait de s'éparpiller, il écrit le truc comme le génie. C'est souvent juste de la persévérance déguisée. J'aime bien cette formule. Les efforts désordonnés, sans but précis, c'est comme un barrage qui fuit, quoi. L'eau s'en va, sans puissance. L'analogie est simple, on apprend à nager en nageant. Eh ben, on renforce sa volonté en l'exerçant. Il cite aussi un docteur Kuller qui trouvait que beaucoup de gens manquaient de persévérance, étaient trop dépendants, pas assez originaux. Et cette force qu'on cultive, Marden l'appelle la puissance de réserve. Il utilise l'image des grands séquoias de Californie qui semblent avoir accumulé de l'énergie pendant des siècles. C'est cette réserve qui aide face aux coups durs. Et il insiste sur la force des mots «je veux», «I will» en anglais. C'est presque un mantra. Un engagement. Oui. Et il conclut ce point en disant que c'est aussi un moteur de croissance. Ne pas exercer sa volonté, c'est stagner, voire régresser. Celui qui cesse de grandir devient plus petit. Et c'est logique. Et ça nous amène bien au deuxième grand thème, la volonté comme maîtresse du destin. L'idée qu'on façonne notre vie plus que le hasard ou les circonstances. Oui, il s'oppose vraiment à l'idée de fatalité. Il cite un poème d'Ella Wheeler Wilcox qui dit, en gros, que rien ne peut arrêter une âme déterminée. Il appelle à la rescousse Emerson aussi. Il y a toujours de la place pour un homme de force. Et Carlyle dit, le roi est l'homme qui peut, celui qui est capable d'agir.
Exactement. La volonté, c'est l'énergie du caractère. Une force qu'on génère soi-même pour choisir sa direction. Marden classe même les gens en 3 catégories, un peu à la hache, hein, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, et ceux qui ne peuvent pas. Et il remarque que beaucoup de gens talentueux échouent. Pourquoi? Manque de courage, de confiance, de décision. Le fameux passage à l'acte. Voilà, la volonté ce serait la colonne vertébrale de la personnalité, où le gouvernail est le moteur du bateau. Il dit que dans ce monde déjà compétitif à son époque, imagine aujourd'hui, il faut une certaine poigne de fer. Et surtout, savoir décider vite. Il donne des exemples pour illustrer ça? Richelieu qui disait « Quand j'ai pris une résolution, je vais droit au but, je renverse tout, je fauche tout. Radical. Ou la devise de Rothschild. Faites sans faute ce que vous décidez de faire. Il parle aussi de l'éducation des enfants de Gladstone. On les obligeait à finir ce qu'ils commençaient, pour leur inculquer cette habitude d'aller au bout. » C'est l'anti-procrastination avant l'heure? Un peu, oui. Il oppose cette détermination à l'indécision qu'il juge pire que l'imprudence. Il faut agir, saisir les chances, ne pas attendre qu'elles tombent du ciel. Et cette capacité d'action, elle est forcément liée à la confiance en soi. Il parle d'un pouvoir conscient qu'on doit réveiller. L'idée, c'est qu'en se fixant un but clair, on attire d'une certaine manière les moyens d'y arriver. Marden dit que le monde nous voit comme on se voit. Ah, intéressant ça. Si on croit en soi, les autres ont tendance à y croire aussi. Il observe que les grands leaders montrent de l'audace, une sorte d'agressivité maîtrisée, de l'originalité. Bref, pas de place pour les timides et les hésitants si on veut réussir selon lui. Et cette force de caractère, elle est testée dans les situations extrêmes. Marden adore les exemples militaires. Napoléon, évidemment, le passage des Alpes, mais surtout l'épisode du pont de Lodi. Ce qui est frappant, c'est qu'il insiste sur la vitesse. La rapidité de l'assaut? Oui, l'attaque française a été si fulgurante que les artilleurs autrichiens, qui s'attendaient à un tir plus lointain, ont été pris de court. La charge, menée par Napoléon lui-même, a eu un effet psychologique énorme. Il parle aussi de la ténacité de Grant pendant la guerre de sécession américaine. Froid et persévérant. C'est ça. Et ici, Jeanne d'Arc, Nelson, l'idée, c'est cette capacité à agir même face au danger absolu. Et ce qui est habile, c'est comment Marden passe de cette bravoure physique à un autre combat, celui contre la maladie, l'infirmité. Il commence par lier volonté forte et robustesse physique. Il prend l'exemple de Guillaume le Conquérant ou de Daniel Webster, des gens dont la présence physique imposait. Une certaine vitalité? Oui, l'énergie nerveuse, chez Napoléon, Gladstone, capable d'un travail monstrueux. Pour Marden, cette énergie est plus importante que la force brute dans le monde moderne. Il admire aussi l'autodiscipline de Stonewall Jackson, qui s'endurcissait volontairement, contrôlait tout, nourriture, sommeil. Mais il apporte une nuance très importante. La volonté peut aussi aider à surmonter les faiblesses physiques. L'anecdote du funambule qui réussit son numéro malgré un lumbago juste par sa volonté de réserve. C'est assez parlant. Et les exemples célèbres? Schiller, qui crée en souffrant, Handel, paralysé, qui compose encore, Beethoven, sourd, Milton, aveugle et pauvre, qui dit « Qui sait le mieux souffrir, sait le mieux agir ». Il cite aussi des gens de son époque, comme un pasteur aveugle, William Milburn, ou Fanny Crosby, aveugle aussi, qui a écrit des milliers d'hymnes religieux. Le cas de Darwin est peut-être le plus fort. 40 ans de maladie quasi constante. 40 ans! Mais un travail acharné, une patience infinie. Marden cite l'écrivain Bulwer qui conseillait de refuser mentalement d'être malade, d'affirmer la supériorité de l'esprit sur le corps. Une sorte d'autosuggestion. Un peu, oui. Il suggère qu'il y a un remède intérieur, que la volonté peut protéger la santé et même la jeunesse. Il rapporte l'observation d'un médecin, les gens courageux résisteraient mieux aux épidémies, ou l'histoire de Douglas Jerrold qui aurait repoussé sa propre mort par volonté de ne pas laisser sa famille démunie. C'est cette idée, très forte chez lui, que l'esprit a un pouvoir réel sur le corps. Cette capacité à surmonter les obstacles, ça nous mène tout droit au thème suivant, réussir malgré des débuts difficiles, malgré les épreuves. C'est vraiment le cœur des chapitres V et 6. Ah oui, là il se lâche sur les exemples. Il adore citer Lowell Duval, qu'hérite le fils du pauvre. Des muscles solides, un esprit plus résistant. Pour Marden, c'est l'effort personnel qui compte avant tout. Il raconte l'histoire de James Tyson, un millionnaire australien parti de rien. Quand on lui parlait de sa fortune, il disait un truc du genre « l'argent bof, c'était le jeu qui était amusant, combattre le désert ». Le processus était plus important que le résultat. C'est ça.
La lutte, la transformation, c'est l'essence du self-help, de l'idée qu'on se construit soi-même. Et Marden nous sort une galerie de portraits de ces conquérants de la fortune. On va pas tous les citer, mais il y a des archétypes. Il y a le type ingénieux parti de rien, comme Benjamin Franklin, arrivant à Philadelphie, qui change sa situation par le travail et l'intelligence. La débrouillardise. Oui, il y a la persévérance face aux échecs techniques et financiers énormes. L'exemple type, c'est Cyrus Field et le câble transatlantique. Une obsession, malgré les naufrages, les doutes, le manque d'argent. Il a tenu bon. Incroyable cette histoire. Et puis, il y a ceux qui bâtissent des empires médiatiques avec 3 francs 6 sous, comme Horace Greeley ou James Gordon Bennett. Ça montre la volonté dans le monde des affaires, de l'influence. Et souvent, ces histoires soulignent des conditions de départ très dures. Celle de Sir Loweed, qui lisait éclairé par des copeaux de bois enflammés parce qu'il n'avait pas de bougie. Oui, ou qui bossait comme apprenti imprimeur de 5 heures du mat à 9 heures du soir. C'est ça. Ça symbolise cette lutte acharnée contre la pauvreté juste par la volonté et le travail. L'idée qui revient sans cesse, c'est que ces difficultés de départ, ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est presque un avantage. Ça forge le caractère. Absolument. Et Marden applique ça aussi aux arts et aux sciences. Il montre que des géants comme Kepler, Newton ou même Michel-Ange ont connu la galère, le manque de moyens. Le point commun qu'il trouve chez toutes ces figures politiques, comme Lincoln, hommes d'affaires, artistes, scientifiques, c'est cette capacité à s'élever au-dessus de leurs conditions, à être plus grand que leur métier, comme il dit. Grâce à quoi? À une volonté de faire. C'est une vision très centrée sur l'individu, capable de transcender son environnement. Ce qui nous amène logiquement au chapitre 6, sur la capacité à tenir bon, le staying power. Marden insiste. Réussir, c'est souvent une question de temps, savoir combien de temps il faut tenir. La persévérance, c'est la clé. Encore et toujours la persévérance. Il donne l'exemple d'Audubon, le peintre des oiseaux. Des années de travail, ses dessins sont détruits par des souris. Imagine le coup. L'horreur absolue pour un artiste. Après un moment de désespoir total, il est retourné dans la forêt. Et il a tout recommencé. Ou Carlyle, qui réécrit entièrement sa Révolution française après que le manuscrit est brûlé accidentellement. Il faut une sacrée force mentale pour ça. Clairement. Et on retrouve cette ténacité chez les écrivains, les artistes. Balzac, qui échoue avec 40 romans avant de connaître le succès, mais qui disait « Je serai roi ». Louisa Alcott, l'auteur des 4 filles du docteur March. Un éditeur lui dit d'arrêter d'écrire. Sympa, hein? Elle répond « Je réussirai ». Et elle a réussi. Financièrement aussi d'ailleurs. L'idée, c'est pas juste de commencer, c'est de continuer. Malgré les refus, les critiques, les échecs. C'est ça qui fait la différence. Les citations fortes ne manquent pas dans ce chapitre. Lord Chatham qui dit « Je foule aux pieds les impossibilités », Disraeli, hué lors de son premier discours au Parlement qui lance « Le temps viendra où vous m'entendrez ». Une confiance en soi ou une détermination incroyable. Marden précise que ce n'est pas juste de l'entêtement. C'est une sorte de colonne vertébrale morale. Il cite Sumner qui répétait « backbone, backbone ». L'épine dorsale. Oui. Il y a cette anecdote du juré Austin pendant un procès célèbre en Angleterre qui est prêt à attendre des heures, voire des jours pour convaincre le dernier juré récalcitrant. C'est la force de conviction alliée à la persévérance. Pour Marden, qui cite Goethe, le succès se mesure à l'opposition qu'on a surmontée. La défaite devient une leçon, une force qui endurcit. Les épreuves sont vues comme nécessaires, en fait. Exactement. Et pour finir, Marden aborde brièvement la dimension morale de la volonté. Dans un court dernier chapitre, il raconte l'anecdote de l'évangéliste Moody. Quand on lui parlait d'un nouveau converti, il demandait « Oh, oh, oh Oh, oh, oh. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Out and out, entièrement, totalement engagé. L'idée de Marden, c'est que cette volonté puissante, pour être vraiment bonne, doit s'aligner sur une volonté supérieure, ce qu'il appelle la volonté divine, pour éviter que cette force ne serve qu'un but égoïste. C'est une façon de donner une direction éthique à toute cette puissance individuelle qu'il a décrite. Une préoccupation très typique de son époque d'ailleurs. Voilà. Donc pour résumer ce parcours dans une volonté de faire, on voit que Marden place la volonté au centre de tout. C'est une force qui se cultive par la discipline, l'exercice. C'est l'outil clé pour façonner son destin, pour surmonter tous les obstacles, ou presque, physiques, sociaux, financiers. Et il lui donne cette dimension morale à la fin. Même si le style a vieilli, cette foi dans le pouvoir de la détermination individuelle, ça interpelle encore. C'est vrai. Et ça soulève une question, je trouve, pour nous aujourd'hui.
Marden met un accent énorme, quasi exclusif, sur la volonté individuelle. C'est elle le moteur du destin. Point. Comment cette vision, très marquée par l'individualisme du début du XXe siècle, comment elle dialogue avec notre regard actuel? Aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient des facteurs systémiques, des inégalités de départ, de l'importance de la collaboration, des réseaux de soutien. Oui, le contexte est différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de cultiver et d'appliquer cette volonté de faire, surtout dans un monde qu'on perçoit comme bien plus complexe, plus interconnecté, où la réussite n'est peut-être plus seulement le résultat d'un combat solitaire contre l'adversité? C'est une question qui reste ouverte, je pense.